Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la nouvelle distillerie de Guadeloupe, fraîchement installée à Goyave, Papa Rouillot. Xavier Piron, ambassadeur de la marque, nous fait la visite guidée. Suivez-nous. Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Donc déjà, merci à tous d'être venus, bienvenue au bureau du Club Rhum pour cette petite visite et dégustation de la distillerie Papa Rouillot. Super content de vous avoir aujourd'hui, on a eu le temps de mieux se préparer, les produits sont aussi un petit peu plus prêts, donc c'est vraiment chouette. Donc Papa Rouillot, nouveau projet, 10e distillerie de Guadeloupe. C'est un projet qui remonte à 6 ans au niveau de son initiation, au niveau de sa création. Mais on va aller encore un petit peu plus loin que ça dans l'histoire pour vous parler des différentes valeurs de la distillerie. On va en compter 3, 4 peut-être des valeurs, dont la notion familiale, d'héritage qui est très importante, la notion de terroir dont on discutera un peu ensemble, Jean-Marie pourra aussi donner des précisions, la notion de passion et la notion de temps. C'est vraiment ces 4 valeurs-là qui gravitent autour de la marque Papa Rouillot, autour de notre histoire. Mais avant tout, pourquoi Papa Rouillot? Qui était Papa Rouillot? On va rentrer sur cette première valeur qui est la valeur familiale et historique. Papa Rouillot, c'est cet homme-là. Vous l'avez ici. Son nom, c'était Charles Albert Ruscade. Il est né en 1900 au Moule. C'était un planteur de canne. Dès ses 19 ans, il rentre en colonnage, qu'on appelait les contrats de colonnage. Est-ce que ça vous parle, les contrats de colonnage? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Contrat de colonnage, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'histoire de la Guadeloupe, puisque c'est des contrats qui ont été créés post-abolition, donc 1848, pour générer un petit peu de main-d'œuvre dans les champs de canne. C'est-à-dire que les grosses usines type Gardel, les sucreries, avaient besoin de main-d'œuvre et ont créé ces contrats où on engageait un planteur à travailler sur des terres, du foncier, qui ne leur appartenait pas. Il travaillait les champs, il vendait la canne, il redonnait la canne aux usines et il récupérait un peu d'argent. Donc c'était une espèce de double entente avec un agriculteur, un planteur et une usine. Et de 1919 jusqu'à 1979, pendant 60 ans, Charles Albert Ruscade, dit Papa Rouillot, va cultiver ses hectares de canne au niveau de Port-Lent, au Moule, donc on n'est pas loin de la zone de l'Écluse. Et c'était un homme qui était vraiment passionné, qui était mordu par son travail de planteur, et qui avait aussi beaucoup de rigueur. Il a eu 4 enfants, il a transmis cette passion, cette rigueur et ce savoir-faire aussi à ses enfants. Et à son décès en 1979, les terres de Papa Rouillot vont être réquisitionnées, en tout cas par la mairie du Moule. S'engage une bataille judiciaire avec sa fille, Danielle Gali, qui s'est battue pendant 18 ans pour récupérer les terres de Papa Rouillot. Donc finalement, le combat s'achève en 1997, lorsque la famille Gali récupère les terres de Port-Lent, les 4 hectares de Papa Rouillot. Donc aujourd'hui, historiquement parlant, si on fait un bond dans le temps, 102 ans après, ce sont encore les 4 hectares de Tim Sinesius, qui est 2e maître cagnier, et monsieur Jude Gali, qui est en fait le petit-fils de Papa Rouillot. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment une notion, encore une fois, voilà, de transmission, d'héritage, de dire on va rendre hommage à cet homme qui était un planteur passionné, et on va sublimer son champ de canne, ces 4 hectares au Moule, pour en faire du rhum. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça a été décidé. Donc on est très fiers aujourd'hui d'avoir le nom de Papa Rouillot sur nos bouteilles, parce que voilà, au-delà de l'histoire de Monsieur Ruscade, c'est l'histoire d'énormément de familles en Guadeloupe, en fait, cette notion de cultiver les terres pendant un siècle quasiment, les familles qui récupèrent les terres. On va en reparler avec Monsieur Gobardan, mais disons que pour la plupart des planteurs, en tout cas à l'époque, on donnait la canne, on ne savait pas trop ce qu'en était fait. Est-ce qu'on faisait du sucre, est-ce qu'on faisait du sirop batterie, est-ce qu'on faisait du rhum, peut-être. Mais qui faisait du rhum, on n'en savait pas vraiment. Aujourd'hui, d'avoir vraiment une traçabilité au niveau de nos cannes, une transparence, on sait d'où elles viennent et on sait où est-ce qu'elles terminent, parce que le jus termine dans nos alambics. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous, dans ces valeurs aussi de la distillerie, justement de traçabilité, de transparence. Si on parle un peu de la deuxième valeur très importante même de la distillerie, ça sera la notion de terroir. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vous êtes aussi passionné que moi, la notion de terroir arrive dans le monde du rhum, on copie un petit peu les codes du vin et on essaye de s'approprier cette notion de terroir. Pour pouvoir vraiment parler d'un rhum de terroir, pour moi, il faut cocher 4 cases. La première, ça va être bien sûr le sol, la topographie, la géologie du sol, le climat. Est-ce qu'on est sur un microclimat plutôt front de mer, est-ce qu'on est dans les terres? La notion humaine, qui cultive les cannes, quelles sont les méthodes culturales, et on va y arriver après avec M. Gobardan. Et la dernière chose, c'est quel végétal on cultive. Est-ce que c'est du raisin, est-ce que c'est de l'orge pour faire du whisky, est-ce que c'est de la canne? Si on peut cocher ces 4
paramètres-là, pour moi, on peut parler d'un rhum de terroir. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on puisse maîtriser toutes les étapes de la matière première, de nos cannes, jusqu'au processus final de distillation. C'est aujourd'hui ce qu'on veut démontrer. Donc nos cannes, les cannes de Jean-Marie notamment, elles poussent sur la zone du Moule, donc entre l'Écluse et Portland. On a en tout aujourd'hui 16 hectares de cannes qui nous appartiennent. On va en parler un petit peu après. Moi, je vous parle juste simplement des sols, puisqu'on a fait un peu de pédologie. On a été chercher, on a été étudier quels sont nos sols en grande terre. Et tu me dis si je me trompe, Jean-Marie, mais on est sur un socle argilo-calcaire sur toute la grande terre. Voilà, donc une base de calcaire qui date de 5 millions d'années et qui a en fait émergé de l'océan avec la basse terre il y a 400 000 ans. Donc ce socle calcaire a été recouvert d'argile. Et encore une fois, on va en reparler avec Jean-Marie, mais on a une maturité de nos cannes qui est absolument magnifique vis-à-vis de ce calcaire qui est un petit peu poreux, de cette couche d'argile qui rafraîchit les sols. Et finalement, on a un échange au niveau stress hydrique avec les cannes qui fait qu'on a des cannes absolument sublimes. Et pour l'instant, ça a été trop peu ou pas assez en tout cas mis en valeur dans le monde du rhum agricole guadeloupéen. Au niveau des variétés, voilà, alors je vais laisser Jean-Marie vous en reparler. Je vous propose d'aller s'installer au frais avec un verre d'eau et je vais vous laisser discuter un peu avec Jean-Marie de nos méthodes culturales, de comment on travaille, de nos champs. Nous interviewons Jean-Marie Gobardan, l'agriculteur qui travaille avec Papa Rouillot, dont les parcelles sont au Moule. Vous pourrez retrouver l'intégralité en cliquant sur le lien qui s'affiche. L'histoire part de là, et cette double distillation permet non seulement d'affiner le distillat, mais aussi d'opérer ce qu'on appelle des coupes, et ça je vais vous en reparler juste après, mais qui permet d'avoir vraiment une essence, un élixir hyper particulier. Donc si on reprend le process, fermentation 48-72 heures. Pourquoi elles sont un peu plus longues? Encore une fois, parce qu'on cherche à avoir une extraction et une estérification la plus importante possible. Plus vous fermentez longtemps, plus vous aurez un rhum qui est aromatique. Je ne vous l'apprends pas sur les Dunder, notamment en Jamaïque, voilà, ou les high ester, c'est des fermentations spontanées qui durent 1 mois. On n'est pas en spontané, mais contrairement à pas mal de distilleries de rhum agricole, on ne fermente pas en 24 heures. Parce que nous, on ne cherche pas à avoir une production, mais à avoir une qualité de produit à l'arrivée. Donc 72 heures, ça reste quand même relativement long pour une distillation de vin de canne, de jus de canne. On obtient le vin de canne qui titre 6-7 degrés et il est emmené vers ce premier alambic qu'on appelle le wash still. Pourquoi on a choisi une paire d'alambics aussi? Parce que parmi les plus grands alcools aujourd'hui dans le monde, vous avez le whisky et le cognac qui sont quand même deux des moteurs des spiritueux mondiaux, et ces deux spiritueux-là sont distillés dans des alambics charentais. La colonne, vous le savez parce que vous avez visité, je pense, toutes les autres distilleries de Guadeloupe, mais c'est une colonne continue, donc une fois qu'elle est alimentée en vin de canne par le haut et en vapeur par le bas, on envoie. Nous, on met notre vin de canne à l'intérieur, on commence à chauffer l'alambic. Le méthanol étant un peu plus léger que l'éthanol, le méthanol s'évapore à 64-68 degrés, là où l'éthanol s'évapore à 76. On va récupérer en tout début de distillation, je vais regarder d'ailleurs si c'est le cas ici. Non, on est embrouillé déjà. On va récupérer en tout début de distillation ce qu'on appelle les têtes de distillation. Les têtes de distillation, j'en ai ici pour vous faire sentir, j'en ai soutiré hier. Les têtes de distillation, elles sont encore chargées en méthanol et en fonction de l'alambic que vous utilisez, en verre de gris. Le verre de gris, ça vient du cuivre, c'est absolument pas nocif, mais enfin c'est quand même pas très sexy. Et vous allez voir surtout en termes que d'odeur, les têtes de distillation, elles sont assez acétiques, elles ont une odeur assez forte qui sont liées justement au méthanol. Et nous, cette partie-là, on n'en veut pas dans notre produit final. Donc on opère la première coupe
premier robinet, les têtes vont couler en fonction de nos recettes, en fonction du vin de canne qu'on a reçu, donc en fonction du brix qu'on avait à la base, on va séparer plus ou moins de têtes de distillation. Une fois qu'on a soutiré les têtes de distillation, elles passent dans un des 4-5 tanks que vous avez en dessous. Je vous laisserai regarder tout à l'heure si vous voulez. Vous avez la cuve brouillis, la cuve seconde, la cuve tête, la cuve queue et la cuve cœur de chauffe. Voilà. Donc les têtes sont placées dans une des deux petites cuves que vous avez là et on passe sur l'essence de la première distillation, ce qu'on appelle le brouillis. Le brouillis, c'est un terme de cognac. C'est un jus qui va sortir entre 35 et 40 degrés. Ce que je vous propose, c'est qu'étant donné que l'alambic est en marche et qu'on vient de commencer à passer sur le brouillis, de le goûter directement à l'alambic. Allez, ça marche. En termes de capacité, le wash still, c'est 2200 litres de jus de canne, de vin de canne qu'on met à l'intérieur. Tiens. Merci. Alors je vous laisse venir avec moi si vous voulez. Alors l'intérêt, et c'était tout le jeu de l'alambic de distillation, allez-y, tout le jeu de l'alambic, c'est justement d'essayer de capter ces virages qu'il va y avoir entre les têtes et le brouillis. Alors c'est bien sûr automatisé, mais l'intérêt aussi pendant, je vous laisse, allez-y vous servir, des premières distillations, c'est que on avait notre verre, on sent, on voit le côté acétique que vous avez eu sur les têtes, et on remet dedans et on continue. Et on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à sentir un virage en fait qui va se créer entre les têtes avec ce côté un peu métallique, acétique que vous avez senti. Et là, on est sur le début du brouillis. Donc là, c'est notre bébé rhum, notre premier distillat. Je peux vous laisser, allez-y, venez vous servir si vous voulez, messieurs. Oui, beaucoup. Donc vous allez voir que là, pour l'instant, le nez n'est pas très aromatique, quoique il y a quand même des notes végétales, un peu de chlorophylle. Mais la bouche, vous avez déjà une sucrosité, un gras, qui est assez intéressant. Et là aussi, vous remarquez un changement déjà? Là, par rapport à tout à l'heure où vous étiez en train de discuter, je suis venu goûter les têtes, qui étaient encore plus puissantes que ce que vous avez dans ma fiole ici. Ouais, il y a une vraie nuance, quoi. Les têtes, une fois que vous les avez senties 2-3 fois, vous savez quand c'est les têtes, quoi. Voilà. Encore une fois, la colonne de distillation, elle ne fait pas la nuance entre le début et la fin de la distillation. Il n'y a pas ce système de coupe, ce qui nous permet d'aller vraiment chercher la partie qui nous intéresse. Vous remettez dans exactement le même, bon c'est pas grave, c'est rien. Donc le brouillis va couler pendant quelques heures. Une distillation, c'est environ 8 heures pour une distillation. Entre les têtes au début, le brouillis et ce qu'on appelle les queues de distillation. Donc les queues de distillation, elles vont encore arriver à la fin et on change encore de tuyau. Parce que l'idée, c'est de les emmener vers un autre tank encore une fois. Les queues de distillation, pourquoi on les enlève? Parce qu'elles sont très faibles en alcool, elles sont un peu aqueuses et finalement au niveau aromatique c'est très peu intéressant. Donc ça pourrait rentrer dans notre rhum, mais encore une fois on n'en veut pas. Donc on sépare les têtes, on garde le brouillis, on sépare les queues qui se retrouvent dans ces deux petits tanks là et en fait c'est renvoyé dans le wash pour la distillation suivante. Donc on ne perd rien. Une fois que le wash still est terminé, on le vide de sa vinasse qui est donc stockée dans le fermenteur à côté et on va venir après remettre les têtes et les queues de distillation dans l'alambic pour une redistillation. Donc finalement c'est un roulement qui est continu. On ne jette jamais les têtes et les queues de distillation. Une fois qu'on a récupéré le brouillis que vous êtes en train de goûter, on change d'alambic. Sauf que pour faire un spirit still, il nous faut 2 wash. Parce qu'on récupère entre 400 et 450 litres de brouillis à chaque distillation de wash. Contenance du spirit 1100 litres. Donc en fait il nous faut 2 fois 8 heures pour pouvoir remplir ce petit alambic là. Et on recommence exactement le même process, c'est-à-dire que là tout à l'heure on était avec Jean-Marie mais les têtes ont commencé à couler, on sépare les têtes de distillation, on récupère cette fois ce qu'on appelle le cœur de chauffe dans le langage cognaquais ou rhum, parce que là on est vraiment sur notre rhum. Je vais regarder à quel degré on est actuellement. Là on est à 71,8 et puis je vous invite du coup si vous voulez à venir déguster directement le cœur de chauffe. Donc là c'est vraiment l'essence du produit, c'est la finalité. Encore une fois le principe est le même, c'est-à-dire qu'on va récupérer 350-400 litres en fonction des batchs bien sûr de cœur de chauffe de rhum. Les queues de distillation sont aussi envoyées vers un autre tank ici qu'on appelle les secondes et seront renvoyées pour la distillation suivante. Si j'ai des choses que j'ai dit... Hein 71,8 ? Ouais. C'est beaucoup ? Ah ouais, mais je vous l'ai dit hein, que c'était 71,8.
Ah bah oui, bah du coup le brouillis, voilà, il distille à un degré un peu moindre. Et là, vu qu'on redistille le brouillis, tu distilles un distillage si tu veux. Ouais. Donc forcément, tu montes un petit peu en puissance. Vous allez voir qu'en bouche, bien que 70 degrés, c'est très intégré au niveau de l'alcool. C'est pas si gênant. Après là, on est sur le produit brut. Encore une fois, si vous le goûtez après quelques jours, quelques semaines de stabulation. Exactement. Enfin là, on s'est dit qu'on essaierait de vous faire goûter vraiment en sortie d'alambic, quoi. Vous lui trouvez déjà des nuances ou des notes particulières? Ouais, ok. Je trouve que le nez est un peu plus puissant, ouais. C'est vrai qu'en bouche, il attaque, quoi. Ah ouais. Bah ouais, 70 degrés. Beaucoup plus développé, beaucoup plus floral. Ce niveau-là et le nez un peu plus léger, effectivement, enlevé là. Donc, je sais pas si c'est moi. Le brouillis à gauche, tu veux dire, est plus léger, plus aromatique? Au niveau du nez. Hein. Ouais. Le nez est vraiment le goût d'or, c'est pas le nez. Mais le nez, déjà, franchement, il donne envie. Bah, on a des brouillis qui sortent des fois, on n'a presque pas envie de les redistiller. Hein. C'est déjà très bon, c'est très aromatique. Le nez était pas mal et puis je trouvais, en fait, ça s'est inversé là. D'accord. C'est plus le goût. C'est plus le goût qui vous plaît que le nez qui est un petit peu moindre. Voilà. Ok. Vous allez le rabaisser à combien? En termes de réduction, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Ça dépend. La première bouteille que vous allez faire, 56 degrés. 56? Ouais, on va déguster après. Le premier rhum, on l'a réduit à 56. C'était pas un arrêté particulier, c'est que pendant la réduction, qu'on essaye de faire le plus lentement possible avec Alexandre, on goûte. Et quand on arrive à un niveau qui nous plaît, avec Joris, avec les équipes, on dit ok, bah là, on s'arrête là, 56 c'est bien. Donc une fois qu'on a récupéré notre cœur de chauffe, notre rhum, il est emmené dans la partie des chais que je vous montrerai après pour mise en stabulation. Dans l'IG Guadeloupe, c'est 3 semaines minimum. Maintenant, comme beaucoup de distilleries, on va essayer de pousser un peu les stabulations pour avoir une homogénéisation au niveau du rhum et de l'eau le plus long possible. Et après, il y a aussi une mise en fût qui est possible. Vous verrez aussi au niveau des chais tout à l'heure. Tu as des choses de quoi? Alors ça c'est pareil, c'est vraiment, tu as raison de me poser la question, c'est une très bonne question, c'est de l'eau de source. On a la chance d'avoir une source d'eau à disposition, alors pas ici sur place, elle est à niveau de Sainte-Claude, mais que ce soit les bières Lécouses ou le rhum Paparouillot, bien que ce soit deux entités très différentes. De quoi? C'est la même eau? C'est la même eau, ouais, tout à fait. Dans tous les cas, ça reste une eau de source, c'est pas de l'eau du robinet, même elle n'est pas filtrée ou quoi que ce soit, c'est vraiment une eau de source avec une minéralité et un pH qui sont pas très importants pour laisser la part belle au rhum en fait. D'accord. C'est vraiment voulu chez Paparouillot d'avoir une organisation collective. Ouais. On n'utilise pas encore les termes maître distillateur ou maître de chai, parce que déjà on n'est pas en mesure de s'autoproclamer du jour au lendemain maître de chai ou maître distillateur, il y a un vrai travail de fond avant ça. Donc on est suivi par un œnologue bien sûr qui nous donne des conseils. Ouais. Ça ne s'improvise pas à roumier du jour au lendemain, mais pour autant il y a une vraie notion collective, c'est-à-dire que c'est Cory, c'est Wesley, c'est Alexandre, c'est Ethan de temps en temps. Tout le monde touche un peu aux équipements, tout le monde a été un peu formé sur ça. Et sur les chais, c'est la même chose. On a l'œnologue qui nous suit, mais c'est nous qui nous occupons au quotidien des fûts, de la réduction, du brassage des rhums, du remontage, etc. Voilà. Et ça fait un peu écho au collectif de planteurs de base. Hein. C'est ce qu'on a voulu. Et je trouve ça génial que vous ayez pu échanger avec lui parce que voilà, on parle beaucoup des variétés, on parle beaucoup des parcelles pour beaucoup de distilleries, mais on parle très peu des planteurs. Quand est-ce que les planteurs sont mis en avant en Guadeloupe? C'est vraiment ça qu'on veut faire, tu vois. C'est que il y a une notion humaine. C'est que les mecs, ils n'ont pas les mêmes méthodes culturelles. Jean-Marie travaille pas pareil que Tim parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes variétés sur la même exposition. Il y a un côté microclimat en fonction du positionnement des parcelles puisque les parcelles de Tim sont plus proches de la mer. Donc il y a une sanitation naturelle avec l'air marin qu'il n'y a pas sur d'autres parcelles. La parcelle historique de Jus de Galie, donc la parcelle de Paparouillot, n'est pas irriguée. Il vous en parlait tout à l'heure. Il y a des notions d'irrigation ou non. Et tous ces paramètres-là, vous le verrez en dégustation, finalement au niveau des rhums, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est qu'au-delà d'une variété de canne ou d'une parcelle, on peut aussi avoir quelqu'un qui bosse derrière. Et comme les vignerons dans le vin, je prends l'exemple de la Bourgogne parce que c'est le plus parlant, travaillent un raisin en rouge, le pinot noir, tout le monde travaille le même raisin, et les mecs ils sont à 200 mètres l'un de l'autre et ils font pas le même vin. Et ce qu'on veut essayer de prouver, c'est que dans le rhum aussi, en fonction des méthodes culturelles de chaque planteur, on peut avoir des nuances dans l'aromatique. On y réfléchit, mais ouais, l'idée ce serait peut-être d'essayer de mettre en valeur. Après, on va pas numéroter nos parcelles parce que quelqu'un d'autre l'a fait en Capesterre Bello, donc l'idée c'est pas de faire ça, l'idée c'est vraiment d'essayer de mettre en valeur les planteurs.
Donc ouais, on a des rapports cadastraux précis de la parcelle de chaque planteur et après on les laisse faire leur travail dessus. Nous l'intérêt c'est d'essayer, l'alambic c'est un catalyseur. Vraiment le travail des mecs en amont sur la canne c'est la jeunesse du produit, la fermentation c'est l'extraction des arômes, c'est pour ça qu'on essaie de l'avoir le plus long possible. L'alambic lui il fait juste que restituer tout ce qui s'est passé en amont quoi. Et nous, même si on a de très beaux alambics, on en est très content. C'est vraiment le collectif de planteurs qu'on va mettre en avant. Et puis bah là, puisqu'on en parle, le collectif de distillateurs et le collectif de maîtres de chais. On est vraiment tous la main à la pâte. Et c'est pour nous qui en plus découvrons un peu ces boulots-là, hein, c'est génial de pouvoir avoir accès aux chais, de pouvoir goûter, voir l'évolution des fûts. On le verra ensemble tout à l'heure. C'est vraiment sympa. On va goûter? Ouais. Allez, c'est parti. Nous effectuons une pause dégustation où nous goûtons des rhums blancs et élevés sous bois. Rencontre avec Alexandre, le responsable de production. Oui, alors ce que je disais, on a une installation qui date de janvier 2021 avec 2 alambics. Ce sont des alambics type charentais, ce qu'on appelle à double passe. Donc on a un premier wash style qui a une capacité de 2200 litres. Donc on va faire notre première passe dessus. Et un spirit still qui a une capacité de 1100 litres. Pour distiller ce qu'on appelle les brouillis. Donc on a vraiment une première passe où on récupère juste les brouillis, on élimine les têtes et les queues et on va distiller une seconde fois dans le spirit still où également on va faire une sélection entre les têtes, les cœurs, les secondes et les queues. Tout ça, en fait, dans ces alambics, on va distiller ce qu'on appelle le vin de canne. Le vin de canne, ça vient de ces fermenteurs derrière. On a 4 fermenteurs d'une capacité de 5000 litres. À l'heure actuelle, on est sur un arrivage d'environ 4000 litres de jus de canne par jour. 4000 litres de jus de canne par jour, ce qui nous donne la capacité de faire 2 premières passes en une journée, en sachant que une première passe dure 7 heures, à peu près, de 7 à 8 heures. Donc là, on est sur 2 sets ou 2 8 de travail pour obtenir à peu près 700 voire 800 litres de première passe. Ces 700 ou 800 litres de première passe vont être envoyés dans le spirit où là on va distiller à peu près 400 à 500 litres de cœur de chauffe avec une moyenne à peu près à 67 degrés d'alcool. Voilà en général la production. On imagine. Est-ce que quel est l'apport de l'alambic par rapport à la colonne créole qu'on connaît et qui est plus répandue dans le milieu du rhum en Guadeloupe en tout cas? En règle générale, on va considérer l'alambic comme le matériel noble pour faire des spiritueux. La colonne créole, même si elle a eu des améliorations au cours du temps, permet de produire des rhums assez légers, assez subtils, très bons et très qualitatifs. Nous, on est sur un autre produit où on va extraire aussi un peu plus de structure, donc un peu plus de gras, un côté en bouche plus sucré et des arômes un peu différents en fait. Nous, on a l'avantage de pouvoir justement séparer les têtes et les queues. Donc voilà, on va travailler également sur la saveur. Et tirer les différentes saveurs, les différents goûts. Et parce que les goûts changent par rapport aux cannes, aux différentes cannes. Donc ça nous permet de bien distinguer les jus de canne, surtout les différents goûts en fait. Subtilités. Les subtilités. En sachant que on essaye au maximum de... En fait, moi je suis microbiologiste de formation, je viens de Bourgogne. J'ai travaillé dans le vin, j'ai travaillé dans la bière, je travaille pour les couses également. J'essaye de mettre un point d'honneur à faire des bonnes fermentations. Pour moi, on peut avoir des colonnes, on peut avoir des alambics. Si on distille un vin de canne qui est de mauvaise qualité, on obtiendra un rhum peut-être lissé, peut-être
moins pire que ce qu'on aurait pu obtenir. Mais l'important pour moi, c'est la fermentation. Donc là, on travaille énormément dessus. À l'heure actuelle, on a une stagiaire qui va essayer de propager notre propre levure de nos cannes. Parce qu'on travaille également avec les canniers, les maîtres canniers qui ont un savoir-faire sur la canne assez intéressant. Et donc on a une flore sur la canne, une flore bactérienne et levurienne qui est également intéressant. Et nous, notre objectif, c'est également valoriser ces petits micro-organismes, parce que c'est sûr que dans le rhum et dans les spiritueux, on parle beaucoup de produits finis, d'alambic, de colonne, mais on parle jamais de fermentation, ou très rarement. Traditionnellement, moi, quand je suis arrivé ici, on m'a parlé de levure de boulangerie. Alors c'est peut-être la petite taquinerie, mais pour moi, la levure de panification, c'est pour faire du pain. Ça permet de faire gonfler le pain et dégrader un peu d'amidon. Je viens du monde de la bière et du vin. Ce que je trouve le plus important, c'est produire un bon alcool et des bons esters. Donc on va travailler sur la fermentation avant tout. Et donc c'est pour ça que j'abandonne ce petit côté traditionnel dans les Antilles d'utiliser de la panification. Moi, je vais travailler sur des levures d'alcool en fait. Et des levures adaptées à nos cannes aussi. Donc qui grandissent avec, qui s'épanouissent avec la canne sur les champs, avec fonction du climat, de la terre, derrière pour le valoriser en fermentation. Et ça, derrière, nous, nos fermentations, on arrive à faire des très belles fermentations, on a consommé la majorité de nos sucres, et sur les arômes, les flaveurs et les textures produites, on a des très belles productions en fait, qu'on arrive à valoriser grâce à ce matériel. Donc, il y a vraiment jonglé avec la fermentation et le matériel. Le matériel est quelque chose, l'alambic est quelque chose d'assez chouette pour produire nos spiritueux, mais avant tout c'est le vin de canne qui est très important en fait. D'accord, donc on avait compris que c'est vraiment donc l'apport principal va venir effectivement de la fermentation, donc de la base entre guillemets, puisqu'il y a quand même aussi la partie la partie jus frais, voilà, qui va faire aussi son... Tous les produits, tous les spiritueux, ce qui est le plus important, c'est la matière première. Donc ça va commencer dans les champs en fait. On peut prendre à l'instar du raisin, ça commence dans les champs avec les méthodes culturales, les méthodes de coupe, de gestion des maladies et autres. Ici c'est pareil, avec la canne, ça se passe dans les champs, ça se passe à la main, ça se passe au moulin en fait. Essayer de protéger au maximum le jus, qu'il soit le plus frais possible, qu'il arrive, qu'il soit frais et qu'il soit plus ou moins contrôlable en fermentation. Le jus, c'est un milieu super riche, que ce soit en tout micro-organisme possible et inimaginable. La chose la plus riche qu'on puisse trouver en bactéries, ce qu'il faut faire, c'est contrôler ça en fait. C'est pas les bactéries qui doivent se développer, c'est nos levures pour produire nos alcools en fait. Donc là, en effet, ouais, il y a le champ, le moulin, la fermentation, et là on sublime le tout avec les alambics en fait. C'est une très belle façon de vue, ça sublime en fait. Voilà, c'est ça. Cette première partie. Pour moi, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc du coup, on est également plusieurs distillateurs avec des expériences. Cory est sur l'expérience antillaise. Moi, je vais apporter de l'expérience un peu plus bourguignonne entre guillemets. Wesley, notre collègue qui est ici, va apporter cette expérience brassicole aussi, avec cette gestion de fermentation. Et derrière, on a 3 expériences qui vont s'entrecroiser pour essayer au mieux de sortir de bons produits. C'est ça. On vous remercie messieurs, nous avons accordé merci à vous. Un peu de temps. Et on a hâte de goûter, de regoûter, de redéguster un peu tous les produits que vous nous fabriquez. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Direction l'Échet, où nous allons goûter quelques rhums en cours d'élaboration.
terminons cette visite par l'interview de Xavier et de Monsieur Joris Gali, cofondateur de la distillerie Paparouillou. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces interviews en cliquant sur les liens qui s'affichent et sur la chaîne. Nous remercions toute l'équipe et notamment Xavier pour leur réception. Vous pourrez très prochainement retrouver les rhums Paparouillou sur le marché local. Restez connectés!